Nous sommes le 20 juillet 1959 et 2 astronautes américains sont en orbite autour de la Lune, dans le module lunaire Eagle, où ils sont allés 3. Le commandant de la mission, Neil Armstrong, et le pilote Buzz Aldrin se détachent bientôt du vaisseau de commandement Columbia, où se trouve Michael Collins. Il tournera autour de l'orbiteur et attendra qu'Eagle le rejoigne. La navigation et la séparation ont déjà fait l'objet d'un entraînement par l'agence spatiale américaine NASA lors de vols préparatoires. Mais c'est maintenant que l'essentiel se joue, l'alunissage proprement dit. Lorsque les journalistes ont demandé aux astronautes quelles étaient leurs chances de réussir la mission, ils ont répondu qu'elles étaient de l'ordre de 50%. Pendant l'atterrissage sauvage, le rythme cardiaque d'Armstrong est monté jusqu'à 150, et même dans le centre de contrôle sur Terre, tout le monde s'est mis à transpirer. Le système signale à plusieurs reprises la mystérieuse erreur 1202. Le carburant s'épuise, et l'Eagle manque le site d'atterrissage prévu. Pourtant, à 27, Armstrong annonce à ses collègues terriens: le rêve de visiter la Lune est devenu réalité. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Le rêve de visiter la Lune est devenu réalité. Mais la mission Apollo 11 n'est qu'à mi-parcours. Neil Armstrong est né le 5 août 1930 à Wapakoneta, dans l'Ohio. Son père travaille comme auditeur des institutions de l'État. La famille déménage d'un endroit à l'autre et, avant le 14e anniversaire de Neil, elle a changé 16 fois d'endroit. Son enfance a été plutôt agréable. Il est allé chez les scouts et rêvait de devenir pilote un jour. À l'âge de 6 ans, son père l'emmène faire un vol touristique. Neil a été tellement fasciné par l'expérience que 10 ans plus tard, il a passé l'examen de pilote, avant même d'avoir obtenu son permis de conduire. À l'âge de 17 ans, il entre à l'université de Purdue, dans l'Indiana, pour étudier l'ingénierie aéronautique. En outre, il est admis dans un programme de la marine qui promet de financer ses études coûteuses. Mais au milieu d'un baccalauréat de 4 ans, il doit sauter 2 années de formation et servir 1 an comme pilote de la marine. Il est appelé sous les drapeaux en janvier 1959 et 2 ans plus tard, il est transféré au combat. Il est envoyé avec le porte-avions Essex pour la guerre de Corée. Neil effectue 78 missions en Corée. Même à 21 ans, il est un pilote de qualité, avec une approche analytique et la capacité de ne pas se laisser déstabiliser. Cela se confirme en 1951, lorsqu'il perd un morceau de son aile lors d'un bombardement sur un entrepôt coréen près du village de Majoni et qu'il n'a d'autre choix que de s'éjecter. Cependant, il se remet rapidement de l'accident et vole encore pendant plusieurs mois. De retour en Amérique, il entre à l'université, où il améliore rapidement ses notes dans la seconde moitié de ses études, et parvient également à écrire 2 comédies musicales pour l'école. Il rencontre également Janet Sheeran sur le campus, qu'il épouse en 1966. Plus tard, il donne naissance à un fils, Eric, et à une fille, Keren, à laquelle on diagnostique bientôt une tumeur au cerveau. La jeune famille vit désormais dans la vallée d'Antelope, à quelques kilomètres de la base aérienne d'Edwards, où Neil a été engagé comme pilote d'essai. Sa mission est claire, tester divers prototypes de nouveaux avions, mettre en évidence les défauts de conception et, si possible, faire atterrir l'appareil en toute sécurité. Pour Neil, il s'agit d'un travail sur mesure. Il ne s'agit pas seulement de la sensation de voler. Les pilotes d'essai doivent comprendre en détail la conception de l'appareil et penser comme des ingénieurs dans les moments de tension. Armstrong maîtrise parfaitement tout cela et est heureux au travail. Malheureusement, il n'en va pas de même dans sa vie privée. Il ne se remettra jamais complètement de la mort de sa fille Keren, âgée de 2 ans. Aussi, lorsque la NASA annonce qu'elle accepte des astronautes civils, il décide de s'inscrire au programme. Un changement de décor et un déménagement à Houston semblent être l'occasion d'un nouveau départ. En septembre 1962, le téléphone des Armstrong sonne. C'est le directeur des opérations de vol de la NASA, Dick Slayton, qui appelle pour dire que si Neil est toujours intéressé, ils ont une place pour lui dans le programme Gemini. Ce programme a été institué à la suite d'un discours prononcé l'année précédente par le président Kennedy devant le Congrès.
to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. C'était à l'époque de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les soviétiques avaient alors un net avantage, puisqu'ils avaient lancé le premier satellite artificiel, Spoutnik, en orbite en 57, puis, en avril 61, Youri Gagarin était devenu le premier homme à voler dans l'espace. La mission Gemini devait donc préparer un vol vers la Lune qui redonnerait l'avantage aux Américains. Le 16 mars 1966, Neil Armstrong participe au vol de 75 heures de Gemini 8 pour séparer et réunir les deux modules spatiaux. Cela se passe sans problème majeur, mais l'ensemble du système se met à tourner de manière incontrôlée. C'est un moment difficile. Le centre de contrôle craint que les deux pilotes ne perdent connaissance et coupe la parole à l'épouse de Neil, qui écoute la communication entre Houston et le module spatial. Jeannette, qui a le cœur brisé et qui est à la maison avec leurs deux fils, le second, Mark, est né 1 an après la mort de Keren, s'attend au pire. L'échec de la mission se termine finalement bien. Armstrong reprend le contrôle de la fusée et revient sain et sauf sur Terre. Le programme américain de vol lunaire se poursuit. Le projet Gemini étant suivi du programme Apollo. Mais les débuts sont difficiles. Un équipage de 3 personnes meurt brûlé lors d'une simulation. De plus, des voix s'élèvent progressivement pour dire que le gouvernement devrait s'occuper des problèmes des Américains ordinaires plutôt que d'investir des milliards dans une aventure spatiale incertaine. Les dirigeants de la NASA, nerveux, lancent donc les équipages d'Apollo 7, 8, 9 et 10 dans l'espace en seulement 7 mois. Et comme il n'y aura pas d'autres accidents, une nouvelle décision est prise. Apollo 11 sera la mission révolutionnaire qui emmènera l'homme sur la Lune. Neil Armstrong, 39 ans, en sera le commandant. Bien que les préparatifs battent leur plein, aucune mission précédente n'a logiquement testé l'atterrissage lui-même. Les ingénieurs de la NASA vont donc concevoir pour Armstrong une machine spéciale qui simule la gravité réduite de la Lune. Mais l'opération est extrêmement exigeante et la nervosité de l'équipe grandit de jour en jour. Le jour J arrive enfin. Armstrong, le pilote du module de commande Michael Collins et le pilote du module lunaire Buzz Aldrin décollent du centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, sont transportés en orbite par une fusée Saturn V et poursuivent leur voyage de près de 400 000 km. Au grand soulagement de tous, le désamarrage des modules est réussi et Armstrong et Aldrin s'élancent à bord de l'Eagle vers la surface lunaire, tandis que Collins, qui tourne autour de la Lune, en cas de problème clair, il doit revenir seul sur Terre. Cela peut paraître dur, mais ce sont les règles du jeu. Le président Nixon a même préparé un éloge funèbre, au cas où. D'ailleurs, les choses ne s'annoncent pas très bien pour l'équipage d'Eagle pendant un certain temps. Mais le message d'erreur s'avère n'être que le résultat d'une surcharge de l'ordinateur de bord. Et malgré des complications dans le choix du site, Armstrong réussit finalement à se poser. Puis, lors d'une retransmission en direct suivie par plus de 500 millions de personnes dans le monde, il prononce sa phrase désormais légendaire. Neil Armstrong et Buzz Aldrin passeront environ 2h30 sur la Lune. Ils hisseront le drapeau américain, recueilleront des échantillons et essaieront différentes façons de naviguer sur la surface. La façon la plus simple d'y parvenir est de faire des sauts. Vient ensuite la partie la plus risquée de la mission, décoller de la Lune et rejoindre la navette Columbia. Le premier problème survient rapidement. De retour à Eagle, Armstrong et Aldrin découvrent qu'ils ont réussi à casser le levier d'allumage du moteur lors de leur ascension dans leurs encombrantes combinaisons spatiales. Aldrin cède cependant d'un stylo et l'atterrisseur rebondit sur la surface de la Lune à leur grand soulagement.
Le rendez-vous avec Collins en orbite est également réussi. Et le 24 juin, après 8 jours de vol, Columbia et les 3 astronautes retombent sans encombre dans l'océan Pacifique. Après 18 jours de quarantaine, le trio d'astronautes se retrouve dans un monde totalement inconnu. Du jour au lendemain, ils sont devenus des célébrités mondiales. En 6 semaines, eux et leurs épouses visitent plus de 20 pays. Et bien qu'ils soient tous les 3 considérés comme des héros, seul l'un d'entre eux peut être le premier homme sur la Lune. Mais Neil Armstrong n'est pas du genre à susciter l'intérêt des foules. Il quitte la NASA en 1971, prend sa retraite, achète une ferme dans l'Ohio et commence à enseigner à l'université de Cincinnati. Plus tard, il participe à l'enquête sur l'échec du vol Apollo 13 et sur l'accident catastrophique de la navette spatiale Challenger. Mais il a beau essayer de rester dans l'ombre, il n'échappera jamais complètement à sa célébrité et à sa popularité. Rien d'étonnant à cela. Si la mission Apollo 11 nous semble encore aujourd'hui un défi, à l'époque, à la fin des années 60, c'était quelque chose d'inimaginable. Après tout, les ordinateurs dont disposait l'équipage n'atteignaient même pas le niveau des smartphones d'aujourd'hui. Et pourtant, ils l'ont fait tous les 3. Et sur la surface sans vent de notre plus proche contrepartie céleste, on peut encore voir les empreintes de Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, vieille de plus d'un demi-siècle.